Forte du succès du premier opus en 2017, la réalisatrice Patty Jenkins signe pour une suite dans la foulée, embarquant avec elle sur le projet le scénariste Geoff Johns et le couple Snyder à la production. Avant même la parution des premiers visuels officiels du tournage, le titre est dévoilé au public, trahissant au passage le contexte historique dans lequel se déroulera l'intrigue, Wonder Woman 84. Évidemment, Gal Gadot endosse à nouveau l'armure écarlate du rôle principal, puis la rejoindront la comédienne Kristen Wiig et Pedro Pascal, aperçu brièvement dans la série télé à succès Game of Thrones. Assez rapidement est révélée la présence de Chris Pine, interprète de Steve Trevor dans le premier volet, sur une photo de tournage officielle, ce qui ne manquera pas de créer la surprise générale, son personnage ayant perdu la vie dans le film précédent et n'étant pas censé revenir sans au moins avoir vieilli de 70 ans dans cette suite. Le tournage, voyageant de Washington aux îles Canaries en passant par l'Andalousie et le Royaume-Uni, durera 6 mois et s'achèvera en décembre 2018. Originellement prévu pour une sortie un an plus tard, le film sera reporté dans un premier temps à juin 2021, avant de finalement être repoussé, Covid oblige, au 25 décembre 2020, soit un an après la première date annoncée. Seulement, le contexte sanitaire et les salles de cinéma restant condamnées un peu partout dans le monde forceront Warner à déployer Wonder Woman 84 en simultané sur HBO Max dans les pays possesseurs de la plateforme. Ayant coûté 200 millions de dollars et victime d'un manque d'engouement général dû à la pandémie, il n'en rapportera que 166 millions et avec son lot de critiques mitigées. Bien le bonjour les Anxéos, et aujourd'hui dans ce magnétoscope nous allons parler de Wonder Woman 84, boum, réalisé par Patty Jenkins, co-scénarisé par Patty Jenkins et par Geoff Johns, produit par le couple Snyder, officiellement sorti en 2020, mais pour le coup en France il est censé être sorti officiellement au mois de mars 2021. Voilà, c'est pour cette raison qu'il apparaît dans l'ordre chronologique après le Snyder Cut dans ma rubrique magnétoscope. Voilà. Nous retrouvons Wonder Woman, notre princesse Amazon chérie dans les années 80, où elle se crée une nouvelle amitié avec Barbara Ann Minerva, qui est une archéologue. Voilà, elles se rencontrent et il y a une amitié comme ça qui est naissante entre les deux femmes. On est bien évidemment dans la suite directe du premier film, bien que ça se passe 70 ans plus tard. Mais c'est la suite, hein, voilà, les liens sont établis à l'aide de portraits de Steve Trevor, de photos, de références assez subtiles au premier film. Voilà. Donc on nous fait comprendre clairement, contrairement à ce qui se disait pendant la pré-production du film, comme quoi ce serait un soft reboot. Non, on est vraiment sur une suite de Wonder Woman, premier du nom, sorti en 2017. On est d'accord. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, nous avons un riche industriel sur le déclin, Maxwell Lord, qui tente de mettre à tout prix la main sur une espèce de pierre philosophale, un artefact magique, doté de pouvoirs divins, maléfiques, diaboliques même. Et donc il tente de mettre la main dessus afin de s'en servir pour faire fructifier ses activités, pour devenir de plus en plus puissant, et comme tout artefact diabolique, eh bien, ce dernier finit par prendre le contrôle de votre personnalité, et donc à la fin on se retrouve avec un Maxwell Lord qui veut conquérir le monde. Voilà. Bon, je résume grossièrement, hein, mais voilà, on y est. L'idée quelque part c'est un peu ça. Voilà. Ah oui, et entre-temps, nous avons le retour de Steve Trevor, voilà, 70 ans après sa mort dans le premier film, pendant la Première Guerre mondiale, il débarque, voilà, pas une ride, pas un cheveu blanc, impeccable, tout va bien. Pas une égratignure, que se passe-t-il, what the fuck? Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ce retour miraculeux de Steve Trevor? À la base, il faut savoir que c'était un des films qui me hypait le plus. Voilà, c'est-à-dire que j'attendais plus Wonder Woman 84 que par exemple The Batman. Parce que Wonder Woman au cinéma, ça reste assez frileux. On a eu un film et demi, voilà, on va dire. Hein. Et moi, Wonder Woman, c'est un personnage que j'ai appris à découvrir vraiment en profondeur l'année dernière, qui a été une année assez importante pour moi en termes de lecture sur ce personnage, puisque j'ai quasiment tout lu ce qui se faisait en VF chez Urban Comics. Voilà. À ce jour, il me reste uniquement la fin de run de Rebirth de Ruka à lire, mais voilà, sinon je suis vraiment à jour sur les lectures Wonder Woman en VF, et j'ai lu tout ça en 2020, voilà, ce qui fait que c'est un petit peu mon personnage chouchou du moment, de ces derniers mois, de ces dernières années, et j'attendais énormément ce film pour cette raison. Voilà, j'avais envie de voir du Wonder Woman, d'autant plus qu'il y a du potentiel assez incroyable concernant ce perso, concernant les récits qu'on peut lui offrir.
Donc j'attendais énormément ce film, et lorsque le film est sorti mondialement en décembre 2020, mais pas en France, eh bien ma hype a été sabotée. Ma hype a été sabotée par les premiers retours, puisque beaucoup de négatifs ressortaient concernant ce film, concernant ses critiques. Voilà, c'était... tiens, je voulais repousser un petit coup de gueule aussi concernant certains youtubeurs français. Je ne vais pas citer de nom pour pas créer de vagues de polémiques. Mais quand on se prétend être un défenseur contre tous les vents des salles de cinéma en France et qu'on ne laisse aucune chance à ces dernières, parce qu'il faut savoir que lorsque le film est sorti, les salles étaient fermées donc, mais il n'y avait pas de date officielle de réouverture. En fait, c'était en fonction de l'avancée du Covid, tout ça. On était donc en droit d'espérer que les salles réouvrent pendant la diffusion du film. On était donc en droit d'espérer de voir un jour Wonder Woman 84 en France au cinéma. Pour cette raison, personnellement, j'ai décidé d'attendre. Voilà. De laisser une chance aux salles de ciné. Puisque c'est un film que je voulais clairement voir au cinéma. Les premières bandes annonces nous montraient des visuels absolument ahurissants, des plans iconiques. On avait Hans Zimmer à la compo. Enfin voilà, moi je voulais vraiment voir ça au cinéma. Et il s'est avéré que les salles de ciné sont toujours fermées à ce jour. De ce fait, j'ai attendu le film en Blu-ray. Voilà, j'ai attendu qu'il sorte de manière légale pour pouvoir le voir. Et en faire ma critique. Certains youtubeurs français qui se prétendent des grands défenseurs des salles de ciné n'ont pas hésité une seule seconde à se jeter sur le téléchargement illégal afin de pouvoir faire sa petite critique avant tout le monde, afin d'être le premier, tu vois. C'est cette course qui m'emmerde sur YouTube, c'est incroyable quoi. Putain, c'est... On va commencer par les points positifs. Ça veut tout dire. Ceux qui ont l'habitude des reviews magnétoscope savent que généralement quand je commence par les points positifs, c'est que j'en ai pas pensé du bon du film. Alors... On a dès la première séquence d'introduction à Themyscira de magnifiques décors naturels, voilà, avec une forêt luxuriante, la mer, enfin voilà, on a une utilisation. Et tout au long du film, on va avoir vraiment cette sensation de voyager et de voir des paysages magnifiques, des vrais paysages pour le coup naturels. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est toujours très luxuriant, c'est toujours très ensoleillé, c'est baigné de lumière, de couleurs, enfin c'est très joli. Même lorsqu'il ne s'agit pas de décors naturels, par exemple je prends l'exemple du centre commercial, voilà, une fois de plus on est dans un endroit avec pas mal de couleurs, enfin c'est très joli visuellement, il y a une vraie identité des styles vestimentaires, enfin de l'imagerie des années 80, un style vestimentaire, les coupes de cheveux, tout ça, ça confère au film une vraie identité, on a des très beaux plans, des très beaux visuels avec cette impression de voyage qui se dégage tout au long du film, et ça c'est plutôt cool. Ok. Voilà, point positif. Ensuite, est-ce qu'il y en a un autre ? J'ai trouvé la séquence du retour de Steve Trevor plutôt bien foutue. Alors, je te parle pas du retour de Steve Trevor dans le scénario en lui-même, de son impact, de son importance dans le scénario, je te parle vraiment de la façon dont est filmée la scène. C'est-à-dire qu'on prend un personnage qui ne ressemble pas du tout à Steve Trevor, qui n'est pas Steve Trevor, et on le fait devenir petit à petit Steve Trevor aux yeux de Diana, avec une caméra circulaire comme ça, qui tourne autour des deux persos. Je trouvais la scène très jolie, très, très romantique, très subtile, voilà, c'est très bien fait. On utilise des répliques du premier film afin de toujours faire le lien entre les deux films, afin de faire ressurgir de vieux souvenirs d'amoureux, perdus au travers les âges. Donc j'ai beaucoup aimé cette transition, voilà, le mec qui devient Steve Trevor petit à petit. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique, assez romantique. La scène de course-poursuite dans le désert avec le convoi, là, le convoi militaire, j'ai trouvé assez bien faite. Très honnêtement, j'ai rien à redire. L'action est bien captée, la gestuelle des persos, enfin la gestuelle de Diana pour le coup est plutôt bien retranscrite. Alors certains se sont moqués de la course de Diana. Honnêtement, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. En tout cas, c'est pas à ce moment-là que la course de Diana m'a le plus choqué dans le film, mais je vais y revenir dans les points négatifs. Là, pour le coup, vraiment, le positif de cette scène, pour moi, c'est que ce soit très bien filmé, avec toujours pas mal de lumière. Voilà, on voit ce qui se passe, contrairement à certains films d'action où c'est brouillon et ça va trop vite. Là, on voit ce qui se passe, on prend le temps de figer certaines actions, avec des petits ralentis, voilà, sans en faire trop comme sur le ZSJL. Voilà. Pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt bien orchestré, plutôt bien rythmé, j'aime beaucoup cette scène. Je le trouve assez original, le fait de voir Diana comme ça qui court après des bagnoles. Je trouvais ça claquait. Ça nous permettait aussi de voir un petit peu de super vitesse, parce que malheureusement on l'a pas dans les films Superman, donc il faut bien l'avoir quelque part. Ça c'était cool. La scène d'envol de Diana, elle est sublime. C'est ma scène préférée dans le film, vous le savez, moi j'aime bien l'iconisation, donc là elle est à son paroxysme. On voit enfin Diana qui vole dans un film, donc ça c'est vraiment vraiment cool.
Et la scène, je la trouve très belle. Voilà, une fois de plus, on a une caméra qui s'attarde sur les mouvements, sur la grâce du personnage. Voilà, elle est sublime, elle est là au-dessus de tout, dans le ciel bleu, au-dessus des nuages. Elle est belle, voilà. Et elle vole, elle a des des poses iconiques. Je trouve que c'est très très bien rendu. Et puis en plus de ça, c'est appuyé par un petit thème musical aux petits oignons. Alors qui n'est pas signé Hans Zimmer, c'est signé John Murphy. C'est le thème musical qui s'appelle Adagio en D mineur. Un thème qui avait été utilisé sur Sunshine, le film Sunshine de Danny Boyle au début des années 2000. Thème qui avait d'ailleurs été réutilisé par Frank Darabont dans la saison 1 de Walking Dead. Et un thème que moi j'ai utilisé sur mon ancienne chaîne en 2014 lorsque j'ai fait, vous savez, le Walking Dead saison 1 par Telltale. J'avais réutilisé ce thème également. Je le trouve magnifique, je le trouve sublime. Ça rajoute du grandiose en fait à cette séquence. Magnifique musique. Que l'on ne doit pas à Hans Zimmer, je le rappelle. D'ailleurs, ça va être un point négatif, ça. Enfin voilà, très très belle scène, c'est ma scène préférée du film, je l'ai rematé 3 ou 4 fois. Quelque chose que j'ai bien aimé, c'est le visage de Cheetah. Alors je parle uniquement du visage, voilà. Il y a 2 ou 3 plans, assez rapides malheureusement, où tu vois vraiment, on capte vraiment son visage, son regard, et je trouve qu'il y a quelque chose de très félin, de très dangereux, de très sauvage, bestial. Et on arrive à percevoir quand même le visage de l'actrice. C'est-à-dire que c'est pas juste de la bouillie numérique, on a quand même les traits de l'actrice, on les voit très bien, et donc on rajoute par-dessus un peu de CGI pour lui conférer vraiment cet aspect un peu bestial. Et je trouve que le visage de Cheetah, il est très très bien rendu. Voilà, au niveau de ses yeux et tout, il y a vraiment quelque chose, elle est dangereuse, elle est menaçante, elle fait même flipper, pour le coup elle fait vraiment flipper, elle aurait sa place dans un film d'horreur. Bah écoutez, pour les points positifs, je pense qu'on est pas mal. Alors je parlais du grandiose des décors naturels, notamment lors de la scène d'intro à Themyscira, qui malheureusement rentre en opposition totale avec l'utilisation abusive d'effets numériques pour modéliser un stade. Tu vois, comment on appelle ça là, un colisée quoi. Le fameux colisée, le fameux stade dans lequel se tiennent les Olympiades d'Amazon, tout en numérique. Putain, tu vas pas me dire qu'ils auraient pas pu construire un décor, sans déconner que le pognon, il y a eu plus de 200 millions de dollars versés sur le film. Tu vas pas me dire qu'ils auraient pas pu construire un vrai décor, quoi, sans déconner, plutôt que de nous faire ça à l'ordinateur. Alors du coup, c'est censé être une civilisation antique, et là on a un truc voilà, en numérique, comme ça, au milieu de la jungle, enfin, au milieu de la forêt. Tu vois que c'est fake, c'est affreux, c'est ultra lisse, ultra propre, ultra lumineux, pour le coup, tu vois que c'est fake, je suis désolé, mais ce putain de colisée, il est pas beau, quoi. Il est pas beau. D'ailleurs, toute la scène n'est pas terrible visuellement, parce qu'on a des Amazones qui font des trucs, voilà, qui lancent des javelots, qui sautent sur des poutres et tout. C'est pas des vrais mouvements d'acteurs, de cascadeurs, c'est vraiment tout est fait artificiellement. Et c'est pas beau, les mouvements ils rendent faux, tout rend faux dans cette scène. C'est vraiment un gros souci, j'aurais préféré voir. Tu vois, on s'attarde pas assez sur la forme, le physique, l'athlétisme des Amazones. Zack Snyder, il l'avait très bien compris ça. Lors de la scène dans le ZSJL avec les Amazones qui pètent les poutres là pour que le temple s'effondre sur Steppenwolf. Là, on a des ralentis, on voit vraiment la carrure des nanas, elles sont badass, elles sont là, elles sont musclées, tu vois. Et là, non, c'est des trucs qui sautent dans tous les sens. La musique de Hans Zimmer, putain. Allez, on va parler de la musique de Hans Zimmer. Donc là, on a une espèce de variation, à ce moment-là du film, on a une espèce de variation du thème de Diana, mais quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de plus enjoué. Voilà. Pour le coup, c'est pas du tout guerrier. Pour le coup, ça correspond pas du tout à l'idée que je me fais de la société Amazon, quoi, enfin de la civilisation Amazon. On a quelque chose, là c'est de la musique de Madagascar, c'est la musique dans un Disney Pixar, quoi, tu vois, c'est avec des zèbres et puis des éléphants puis des petits singes, quoi. Après, on a un thème aussi lorsque on arrive dans les années 80 justement. Bah là, plutôt que de nous sortir, je sais pas, une musique de l'époque pour être un peu raccord avec l'époque, pour faciliter l'immersion, ou alors composer une musique qui fasse écho à ce qu'on écoutait à l'époque, avec beaucoup de synthétiseurs par exemple, tu sais, du Jean-Michel Jarre, quoi. Ben là on a une musique de téléfilm de Noël.
Ça n'a rien à foutre là. Ça n'a rien à foutre là. La musique correspond pas du tout à la scène, correspond pas du tout à l'ambiance qui se dégage de ce contexte historique. Enfin, musicalement, Hans Zimmer, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Le seul truc qui est pas mal, c'est la réhute du thème de Junkie XL de BVS, Is She With You, qui est devenu le thème officiel de Wonder Woman à chaque fois qu'elle apparaît dans un film. Il était pas trop mal, voilà, c'est bourré de percus, c'est cool. Je crois qu'il n'y a plus la sonorité électrique qui confère pour moi toute la puissance au morceau et qu'a repris Junkie XL dans le Snyder Cut. On n'a plus ça, mais au moins on compense par des percus. Donc il y a quand même une sensation de puissance dans ce thème, de force brute. Mais c'est tout quoi, c'est le seul thème qui est marquant dans tout le film. Réutilisation What the Fuck de Beautiful Lie. Beautiful Lie, c'est le thème de la Martha Wayne. C'est le thème de la mort des Wayne. On pourrait dire que c'est le thème de Bruce Wayne dans BVS. Et là, on réentend ce thème à la toute fin, lors du grand final. Et je me suis dit, attends, il va y avoir un lien de fait avec BVS, là, avec les Wayne. Parce que c'est le thème de Martha Wayne. Un thème, c'est une identité dans un film. Qu'est-ce qui vient foutre là? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Hans Zimmer, si t'as pas envie de travailler, faut arrêter, mon gars. Alors pourquoi je dis ça? Ben justement, pour faire écho à ce que je vous disais concernant la séquence d'envol de Wonder Woman avec l'utilisation d'un thème qui n'appartient pas à Hans Zimmer, qui est donc celui de John Murphy, Adagio en dé mineur. C'est-à-dire que là, on a carrément Hans Zimmer qui dit « Oh, la séquence est sympa, il y a des beaux plans, c'est joli. Oh, j'ai pas envie de me faire chier avec ça, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de me faire chier. » Le mec, il passe son tour, quoi. Le mec, il est à la compo officielle du film, le mec passe son tour sur le plan, la scène iconique du film. Et on le remplace par un autre compositeur. Si tu veux pas travailler, il faut prendre ta retraite, hein, honnêtement. Hein. Et j'adore ce compositeur. Ceux qui vont me dire, ouais, tu trash talk et tout. Voilà. Je trash talk, mais je lui file du pognon. Alors calmez-vous, les gars. Ah oui, la petite séquence dans le mall, dans le centre commercial. Le centre commercial est très joli, hein, j'aime beaucoup cette ambiance, là, années 80, les couleurs, tout ça. Mais alors la scène en elle-même, elle pue du cul, mais à mort, quoi. On a des espèces de braqueurs, qui au final, on a des braqueurs méchants, qui au final sont pas vraiment méchants, puis qui braquent pas vraiment, en fait. C'est plutôt une bande de ploucs, qu'on croirait tout droit sorti d'un film pour enfants des années 90, tu vois. Vraiment, j'ai eu ce sentiment-là quand je les ai vus, ces braqueurs-là, de balles. Donc une scène de combat où tu ressens pas la violence des coups. Tout est aseptisé, ça y est, on est en plein dedans. On est vraiment dans ce que je déteste, dans les films de super-héros. On est en plein dedans. Et dès cette scène-là, j'ai compris où j'allais. Je l'ai compris tout de suite. On est en plein dedans. Il n'y a pas d'impact. Tu ressens pas la violence des coups, la rudesse, bam, tu vois, c'est fini. Non, voilà. On fait du... Vous m'aurez compris. J'ai pas envie de trash talk. Voilà, donc c'est parti, le manège enchanté. Zébulon, toute la clique, là, c'est parti. Avec des petites filles qui rigolent. Les petites filles qui rigolent, elles se fendent la gueule, voilà. Grosse menace. Des petits coups de pied, des petits taquets, enfin voilà quoi. À noter qu'il y a, je sais plus si c'est juste avant, pourtant j'ai regardé le film hier donc ça devrait être encore frais. Je sais plus si c'est juste avant, mais il y a une petite scène où... bah si, c'est juste avant en fait. C'est quand on nous montre les années 80. Voilà. Et tu vois Diana qui sauve des gens, qui sauve une femme qui tombe d'un pont, là, avec son lasso, elle la rattrape, tout ça. J'ai encore la nausée, je suis désolé. Hein. Ah, j'ai des retours là. J'ai des relents de l'opening de Superman 3. Ah, je vous assure que ce truc, ça m'a fait penser à l'opening de Superman 3. Ce côté très gag, voilà. On fait du roller et on tombe dans des trous. On n'était pas loin. Il y a vraiment exactement le même ton, la même ambiance que j'ai pas envie de voir dans un film de super-héros, encore moins dans un film Wonder Woman. Le mot d'ordre après l'échec BVS, le mot d'ordre c'était « On va mettre de la couleur, vous inquiétez pas, on a compris la leçon, on va mettre de la couleur. Hein. » On pensait que les gens reprochaient
au DCU d'être trop sombre, d'être trop violent. Donc là, le mot d'ordre, ça a été, et ça, tous les acteurs, tous les réalisateurs, tout le monde n'avait que ce mot à la bouche, couleur. On va mettre de la couleur. Voilà, on va faire des choses plus lumineuses, plus joyeuses, plus positives, plus colorées, plus fun. Ouais, mais... Ah là, niveau couleur, bam, boum, bim. Hein. Au cas où t'es pas compris, on te fout des feux d'artifice dans la gueule quand même. Au cas où t'es pas compris qu'on voulait faire de la couleur. Je suis pas contre la couleur, justement, je viens de te dire que je trouvais ça joli, parce que voilà, mais au bout d'un moment, ça frôle l'excès quand même. Ni une ni deux ont fait la connaissance de Barbara Ann Minerva, petite blondinette comme ça, là, avec ses lunettes, qui rentre dans les gens, qui fait tomber son dossier. Vous avez pas l'impression de vous foutre un peu de la gueule du monde sur les stéréotypes quand même. Vous avez pas juste l'impression de vous foutre de la gueule du monde. En 2020, de nous ressortir un truc comme ça. Je sais pas si ils ont peut-être essayé de s'inspirer de ça, étant donné que voilà, femme féline, tu vois, la femme désabusée, tous les hommes lui marchent dessus, ne la voient pas, se moquent d'elle, femme un peu esselée, qui prend sa revanche sur les hommes et sur la vie en devenant une femme féline, tu vois, il y a peut-être un peu de ça, ouais. Sauf que c'est visible, c'est trop voyant mon gars, et c'est mal fait, c'est très très mal fait, parce que c'est pas Michelle Pfeiffer, elle joue pas aussi bien la meuf. Et puis c'est surtout que c'est mis en scène, toujours dans cet esprit très cartoon, très enjoué. Et j'en viens à son amitié qui se développe avec Diana, amitié artificielle, t'y crois pas une seule seconde. Elle se rend compte, ah ouais, tu viens boire un café, ouais, salut. Puis ça devient les meilleurs amis du monde. Putain, c'est forcé de merde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle soit sa meilleure amie Généralement, quand tu fais ça, c'est pour bien marquer la tension entre les deux personnages, parce que du coup, il y a le héros et puis il y a le méchant, et puis du coup, ils vont finir par se foutre sur la gueule. Quand tu lis Wonder Woman, c'est ce qui se passe avec Vanessa Kapatelis, qui devient Silver Swan, alors que c'est censé être la meilleure amie de Wonder Woman. Ok, mais là, c'est un build-up, c'est un développement qui est fait sur plusieurs années. Pas par les mêmes auteurs en plus. Donc, c'est vous dire si ça a été long, ce développement. Ce qui a fait passer Vanessa Kapatelis de gentille à méchante, en fait. Là, non, c'est dans un film de 2 heures, voilà, c'est... Allez, vous vous rencontrez, faites-vous des bisous, vous êtes copines, et puis toi, tu vas devenir méchante, et puis voilà, allez. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Barbara Ann Minerva connaisse Diana. Barbara Ann Minerva, Cheetah, chez Perez, elle connaît pas Diana, elle se fout sur elle la traque, et puis c'est tout. Voilà. Tout ce que j'ai envie de voir, moi, j'ai pas envie de faire chier avec vos amitiés de merde, là. Alors ça, c'est inspiré de ce qu'a fait Ruka sur Rebirth. C'est pas la meilleure inspiration à avoir, hein, Rebirth. Ni une ni deux, on arrive sur la fameuse pierre philosophale qui te permet d'exaucer les vœux de ceux qui te touchent. Enfin, à la base, la pierre philosophale, elle exauce ton vœu. Et le méchant, Pedro Pascal, là, donc Maxwell Lord, fait le vœu, en la touchant, fait le vœu de devenir la pierre philosophale. Donc en très gros, maintenant, c'est lui qu'il faut toucher pour avoir son vœu exaucé. Et donc lui, il va s'en servir tout autour de lui, voilà, pour devenir puissant. La pierre philosophale, vous êtes vraiment sérieux? Vous êtes, après le stéréotype de la blonde un peu teubée, là, la femme faible qui va devenir la femme forte, après ce stéréotype de merde, vous êtes en train de me sortir le coup de la pierre magique. Ouais, mais c'est un comic book movie, ferme-la, putain. Excuse-moi, mais ça, j'ai jamais lu un truc aussi débile dans ce que j'ai lu de Wonder Woman, hein, la pierre philosophale. À part peut-être dans Rebirth, j'ai pas encore fini, peut-être qu'il y a un truc aussi con. Non. En plus, c'est fantastique, ce truc, c'est un Deus Ex Machina, lui tout seul. Tu peux tout faire avec. Bah oui, ça exauce tous les vœux. Tu dis, je veux être milliardaire, tu touches le truc, t'es milliardaire. Tu dis, je veux être le seul homme sur Terre, tu touches le truc, t'es le seul homme sur Terre. Donc à partir de là, tu peux faire tout ce que tu veux. Au niveau scénaristiquement parlant, tu peux faire tout ce que tu veux avec ce truc. Ni une ni deux. On est présenté à Maxwell Lord, hein, voilà, espèce de sous-Trump. Je vais pas dire que c'est mal interprété, parce que moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, Pedro Pascal, dans ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est une caricature du businessman américain des années 80. Le mec que tu voyais sur les gros panneaux comme ça sur les autoroutes. Ou alors voter pour
votez pour moi, tu sais, voilà, vraiment, il y a un côté très kitsch dans les campagnes publicitaires, dans les campagnes politiques américaines, vous savez, sur les panneaux, il y a un côté très kitsch avec le drapeau américain, le numéro de téléphone, voilà, ben, moi j'avais vraiment la personnification de ce truc, donc pour le coup j'ai trouvé ça assez sympa, tu vois, je sais pas, il y avait un truc que j'ai trouvé assez cool. Le problème, c'est ce méchant, quoi, qui une fois de plus n'est pas vraiment méchant. Alors, Maxwell Lord a un enfant, donc on nous présente son enfant dès le début du film. Donc à partir de là, quand j'ai vu le gamin, je me suis dit, ok, quand je vois le ton du film, quand je vois qu'il a un gamin, il va pas se faire dénuquer par Wonder Woman à la fin du film. Ceux qui ont lu Ruka sauront pourquoi je parle de Maxwell Lord dénuqué. Voilà. J'ai compris tout de suite qu'il mourrait pas, le méchant. Parce qu'il a un enfant. Pauvre petit enfant. Est-ce qu'on en parle de cet enfant qui n'est pas le sien? Non, je déconne. Le vieux beauf. Est-ce qu'on en parle de cet enfant qui joue déjà le petit, il joue très très mal, il joue excessivement mal, et puis il est inexistant, il traverse le film en ayant l'air d'en avoir rien à foutre. C'est un mollusque, quoi. C'est un mollusque. Alors, j'avais mis une phrase là concernant le gamin. J'ai marqué le fils de Lord, c'est un figurant mollusque. Il est là, le gamin. T'as quand même une scène où il est avec son père il saigne de partout, le mec. Mais genre, il saigne des oreilles, il saigne du nez, il saigne de la bouche. Ebola, hein. Ebola virus. Le gamin, il le regarde. La dernière fois que j'ai vu un gamin aussi mal joué, avec un rôle aussi inconsistant, c'était le Ptio dans Superman Returns. Alors, en termes de mollusques, là, t'en as un, c'est une huître, hein, c'est un mollusque, un escargot, je sais pas. Ah, je suis méchant, mais eux aussi ils sont méchants. Hein. Eux aussi ils sont méchants avec toi, Diana. Ils sont méchants avec toi, Diana. Putain, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Diana? Elle est où ton épée? Plein de stéréotypes débiles. Là, je parlais de la petite blonde qui fait tomber ses dossiers par terre. Après, quand elle se fait draguer par Maxwell Lord, là, elle cherche. Elle n'a pas l'habitude de se faire draguer, donc du coup, elle cherche ses mots. Comme dans n'importe quelle comédie romantique américaine, il y a toujours un personnage comme ça, un peu timide, qui est le personnage principal du film, et qui va trouver l'amour à la fin du film, mais qui au début galère avec les femmes. Et là, il trouve pas ses mots, tu vois. Ben là, c'est pour le coup, c'est Barbara de Minerva. Le retour de Steve Trevor, donc 70 ans plus tard, pas une égratignure comme ça en un clin d'œil. Alors la scène, j'ai trouvé plutôt bien faite. Hein. Comme je vous disais dans les points positifs. Par contre, ce que je trouve très mal fait, c'est tout le reste. C'est tous les à côté, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça semble choquer plus que ça Diana. Alors sur le coup, ça l'étonne un peu quand même. Elle se dit, ah, t'es là, toi. Puis après, 10 minutes après, ils vont se promener le long du fleuve. J'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule. Mais vraiment, quoi. Le principe du personnage qui vient d'une autre époque et puis donc du coup qui doit se familiariser avec notre époque, puis ça donne toujours lieu à des séquences rigolotes, voilà, humoristiques, où il découvre la vie, quoi. Ça, je n'en veux plus dans une œuvre Wonder Woman, bordel de merde. Dans n'importe quelle œuvre Wonder Woman, il y a toujours ce truc. Quand c'est pas pour Diana, maintenant c'est pour Steve. C'est bon, stop, faut arrêter, quoi. D'ailleurs, parlons-en de Steve Trevor. Je déteste ce personnage. Je déteste Steve Trevor. Parce que Steve Trevor, c'est une entrave au personnage de Wonder Woman. Ça l'a toujours été. Steve Trevor, ça a toujours été une entrave au personnage de Wonder Woman. Il a toujours fallu relier ce personnage qu'on nous présente comme étant voilà, la super-héroïne ultime, la femme forte. Il a toujours fallu la rattacher à un putain de blaireau, là. C'est bon, merde, dites-moi quelle est Gwyn, je préférerais, tu vois, sans déconner. Là, ça me casse les couilles, toujours cette romance de merde inintéressante. À la limite, pour le premier film, je veux bien, c'est le premier homme qu'elle rencontre, voilà. Mais là, il est mort, laissez-le où il est. Alors déjà d'une, on fait revenir un mort, moi ça m'énerve, parce que du coup, ça casse tout l'aspect dramatique que tu as dans un film, ça casse tous les enjeux de faire revenir les morts, hein. Une fois de plus, comme les autres, là, hein, la concurrence. Voilà, ça me casse les couilles quand on fait ça. Ça casse tout le travail qui a été fait avant, tout l'enjeu. Là, il revient. Et puis... Puis c'est Steve Trevor, quoi. Il apporte rien à Wonder Woman, ce mec. Il apporte rien. Lisez le Wonder Woman Anthology, où t'as les vieux récits des années 50, 60. Il fait chier le monde, en fait. T'as un épisode
Il y a un vieux récit concernant Steve Trevor où il stalk la meuf. Il la stalk. Il n'arrête pas de lui demander sa main. Au bout d'un moment, elle t'a dit non, casse pas les couilles. Ne casse plus les couilles, ne casse plus jamais les couilles, arrête. Qu'est-ce qui me fait chier ce personnage? C'est une entrave à Wonder Woman. Je déteste Steve Trevor, je déteste cette romance. J'avais adoré le fait que Perez il dégage tout ça d'un revers de main. Voilà. Dans le run de Perez, Steve Trevor il se tape Eta Candy et c'est très bien. Merde, chier que ça, putain. Puis en plus de ça, Steve Trevor dans ce film, moi il m'a fait penser. Vous savez pourquoi ils ont créé Robin dans Batman et Robin en 1940? Ils ont créé Robin parce qu'en fait. Batman, à chaque fois, il pensait ce qu'il faisait en fait dans des monologues intérieurs. Donc il y avait toujours des bulles de pensée à rallonge, et tu avais Batman qui était en train de décrire ce qu'il faisait. Et en fait, on a voulu rajouter du dialogue et de l'interaction avec ce Batman, afin qu'il explique à quelqu'un, et non pas au lecteur directement, mais à quelqu'un avec qui il travaillerait. Donc on a inventé le personnage de Robin. Robin, il a été inventé pour cette raison, pour créer des dialogues et de l'interaction avec Batman. J'ai vraiment l'impression que Steve Trevor, dans ce film, c'est Robin. On l'a mis là, afin que Diana elle puisse dialoguer avec quelqu'un. Sinon, elle aurait fait son film toute seule. Voilà. Une fois de plus, lisez ce qu'a fait Perez ou ce qu'a fait Ruka, et vous verrez que dans son entourage, il n'y a pas que Steve Trevor. Ils auraient pu très bien inventer un personnage avec qui elle se lie d'amitié, autre que Barbara Ann Minerva. Mais voilà, pour avoir ce rôle de je te tiens la causette et je t'accompagne dans les séquences. Là, Steve Trevor, c'est vraiment son retour, j'ai trouvé forcé, quoi. Puis à la limite, tu vois, moi, dans les premières bandes annonces, et quand j'ai su que Steve Trevor revenait dans le film, j'ai tout de suite pensé au Dr Psycho. Le Dr Psycho, c'est un imbus qui a un pouvoir mental de créer des hallucinations chez les gens. En fait, voilà, il a ce pouvoir de télékinésie, c'est pas de la télékinésie, c'est de la télépathie chez les gens. Dr Psycho. Et moi, je me suis dit, oh putain, ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, le Dr Psycho soit un ennemi caché dans le film, qu'on ne l'apprenne qu'à la fin, et comme ça, on le retrouve dans le 3. Tu vois? Et en fait, genre, à la fin du film, t'apprends que cette vision de Steve Trevor qui revient, ça a été clairement créé de toutes pièces par le Dr Psycho dans la psyché de Diana, et à la fin du film, tu te rends compte que le Dr Psycho, il est installé, voilà, il est introduit, et ça sera lui le méchant du 3. Là, ça aurait été cool de faire ça, bordel de merde. Mais non, là, c'est la pierre philosophale. Ils sont dans un avion... Et la meuf, elle t'explique qu'en fait, elle a développé un pouvoir, c'est de rendre les choses qu'elle touche invisibles. Alors elle te dit que la seule chose qu'elle a réussi à rendre invisible dans sa vie, c'était une tasse à café, ok? Alors déjà, ce pouvoir, il sort du fion, parce que j'ai jamais vu ça dans un comics. Ce pouvoir, il a été inventé sur place. Je n'ai jamais... Diana, elle peut parler aux animaux, ça c'est un pouvoir dont on ne parle jamais dans les films. Diana, elle sait parler aux animaux, ok? Mais le truc de rendre les choses invisibles, à moins que ça se soit perdu dans un comics obscur... à un moment donné, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de canonique et de récurrent sur le personnage de Wonder Woman. Là, ils nous ont sorti un pouvoir du fion, comme le Superman dans Superman 2 qui sort son logo, là, qui le balance tel un boomerang. On nous sort des pouvoirs du fion, alors qu'il y a déjà suffisamment à faire. En plus, les pouvoirs de base du personnage sont pas toujours exploités. Et là, on te sort un truc comme ça, elle peut rendre les choses invisibles. La meuf, elle t'explique qu'elle en chie à chaque fois qu'elle le fait, qu'elle a réussi à le faire qu'une fois, c'est une tasse à café. Et là, elle essaye du premier coup, elle y arrive. Ah bah, c'est que c'est pas si compliqué que ça alors. Et là, c'est un avion tout complet qu'elle rend invisible. Voilà. La scène forcée, clin d'œil, regardez, c'est le jet invisible de Diana. Voilà. Ça, c'est vraiment du fanservice poussif, du fanservice abusif, du fanservice inutile. Que j'en ai à foutre de voir le jet invisible. Le jet invisible, c'était une idée de merde dans Golden Age, voilà. C'était l'avion invisible de Diana, c'est bon, c'est vieux ce truc, arrêtez avec ça, quoi. Pourquoi? D'autant plus que, du coup, là, t'es en train de m'expliquer qu'elle a un pouvoir complètement craqué du slip qui permet de rendre les choses invisibles. Elle s'en resserre pas une seule fois après dans le film pour faire des choses plus importantes. Non, non. Steve Trevor, c'est un pilote. En 1912-1914, pendant la Première Guerre mondiale, il pilotait des avions. Là, il arrive en 1984. Il y a eu 70 ans d'évolution de technologie. Le mec, il arrive, il sait piloter. Ouais. Il bidouille 2-3 boutons, mais c'est validé. Hein, voilà. Il retrouve très vite ses repères, alors que j'imagine, après, je ne suis pas expert en aéronautique, mais j'imagine qu'un avion en 1980 et un avion en 1910, c'est pas du tout la même chose. Je dis ça, je dis rien. Et le mec... On va dire que voilà, c'est la première fois qu'il pilote en 1980, il n'est peut-être pas forcément à l'aise avec ça. Il voit des feux d'artifice, il va dedans l'autre. Voilà, une fois de plus, c'est le genre de truc poussif dans ce film, forcé.
des feux d'artifice, voilà, parce qu'il faut de la couleur. Après BVS, faut mettre de la couleur. Mets-moi des paillettes dans la vie, Kevin, bordel de merde. Il y a toujours ce petit côté où les hommes sont des beaufs insistants, tu vois. Il y a plusieurs. Alors, c'est moins violent, c'est moins abusif, c'est moins excessif que dans Birds of Prey, parce que dans Birds of Prey, tous les hommes du film sont des fils de pute qui essaient de se farcir à un moment donné Harley Quinn. Là, on retrouve un petit peu ce côté-là, c'est beaucoup moins violent parce qu'il y a Steve Trevor qui, quand même, a son importance et agit de manière héroïque, voilà. Mais c'est vrai qu'à plusieurs moments dans le film, tu as des personnages masculins qui vont toujours de leurs blagues de beauf. Et Diana, là, voilà. Tu vois, genre le vieux clochard là, qui essaie de se taper Barbara de Minerva dans la rue, toujours ces trucs. Oh, ça me fatigue, ça. Putain, vous avez rien trouvé de mieux pour faire un film féministe qu'à chaque fois taper sur les hommes. D'autant plus que c'est toujours des hommes blancs, t'imagines bien. Hein. Vous avez rien trouvé de mieux, bordel de merde, pour faire un film féministe. Hein. Niquez-vous, quoi. Ah oui, je parlais de la musique de Hans Zimmer. On n'a pas de thème musical pour Cheetah. Enfin, il y en a un. Il n'est pas du tout reconnaissable, en fait. Je sais pas, moi, je pense à Cheetah, femme féline, voilà, la femme guépard. Hein. Moi, ça m'évoque l'Afrique, ça m'évoque les tribus, ça m'évoque les parties de chasse, tu vois, ça m'évoque les tam-tams, les tambours sauvages, là, quelque chose de tribal, bordel de merde. Putain, il y avait quelque chose à faire avec ça pour donner une vraie identité musicale au personnage, et du coup une vraie identité tout court au personnage, et participer à son iconisation. Bah oui. Écoutez ça, là. Ça, certains d'entre vous l'auront reconnu, c'est une partie du thème du Green Goblin dans Spider-Man 1 de Sam Raimi. Ça, c'est exactement, en termes de musicalité, l'image que je me fais de Cheetah. Zimmer, si t'as pas envie de travailler, prends ta retraite. Parlons-en de Cheetah. Normalement, un méchant, ça a droit aussi à son iconisation. Il n'y a pas que les gentils qui doivent être, il n'y a pas que les héros qui doivent être iconisés. Hein. Moi, je veux voir des méchants iconiques. Ah oui, Cheetah, à aucun moment elle l'est. La seule fois où on la voit en Cheetah, c'est dans la nuit. Là, on voit rien. En plus, c'est une nuit factice. C'est même pas une vraie nuit, tu vois, parce qu'à la limite, la nuit, c'est beau, c'est poétique. Il y a des étoiles, il y a la lune. Tu peux faire quelque chose avec les lumières et tout, tu vois. La nuit, c'est beau. Ça peut être beau un combat de nuit dans un film de super-héros. Mais là, non, c'est juste. T'as l'impression que c'est la caméra qui est foireuse, puis du coup ça assombrit, hein. Il y a une espèce de filtre un peu sombre là, ça fait un côté un peu nuit américaine, chelou, un peu plus sombre d'ailleurs. Et du coup tu vois pas grand chose, tu vois juste qu'elle est mal faite et que c'est probablement pour ça que l'image est assombrie à ce point-là. Je parle de Cheetah, hein. Tu vois juste que c'est un tas de pixels, voilà, que les mouvements sont pas réalistes, que c'est un personnage de Xbox, un personnage de jeu une fois de plus, voilà. Elle n'a pas de thème iconique, il n'y a pas un plan d'elle où vraiment on l'admire pendant 4-5 secondes, voilà, avec sa musique derrière. Je sais pas, un truc où tu vois la lune derrière et puis elle est sur une branche d'arbre. Un truc iconique, bordel de merde, c'est Cheetah, putain. Cheetah, c'est un des personnages les plus importants dans le monde de Wonder Woman. C'est, après Ares, c'est l'ennemi le plus symbolique, le plus mythique de Wonder Woman, Cheetah. Cheetah, elle égorge des gens, bam. Tu vois, le clochard là qui l'emmerde là dans la rue, là. Ça aurait été la vraie Cheetah, elle l'aurait égorgé avec ses griffes. Cling, on n'en parle plus. Là, lui pète la gueule, l'autre t'imagine qu'il va se relever, qu'il va aller aux urgences, et puis voilà. Ouais, parce qu'on est sur ce genre de film où faut qu'il n'y ait pas trop de violence. Montre-moi Cheetah, bordel, c'est une femme guépard, elle égorge ceux qui l'emmerdent. Le combat contre Cheetah, il est foiré. Déjà, un combat contre Cheetah, pour moi, c'est épée d'un côté et les griffes de l'autre. Bam, bam, et là, ça se fout des coups de griffes, des coups d'épée, des coups de machin. Une fois de plus, voilà. Wonder Woman 84 n'aura pas droit, à part chez Snyder, elle n'aura pas eu droit dans ces 2 putains de films solo à des vrais combats chorégraphiés à l'épée. Voilà. Contre Cheetah, il y avait moyen de faire quelque chose de très propre, avec en face une actrice, une cascadeuse, une acrobate, quoi. Voilà. Pas besoin toujours de mettre des putains de tas de pixels dégueulasses, là, mal animés, mal fait, c'est chiant, ça m'emmerde. De toute manière, elle meurt, puis à la fin, elle revient. Parce que dans ce film, tout est aseptisé, il n'y a pas de conséquences, comme d'habitude, ça me fait chier. Quand je vous dis que c'est aseptisé, alors là, ce qui illustre le mieux mon propos, c'est la fameuse scène d'insurrection.
quand le monde part en révolution, là on est dans les rues de Washington, au moment où Diana dit adieu à Steve Trevor, il est en train de se sacrifier, elle le sait. Et à ce moment-là, tu vois une scène d'insurrection populaire dans les rues, là où tout le monde est... Voilà, c'est riot, comme disent les Anglais, c'est la révolte, c'est les émeutes, tu vois. Bah, regarde le journal de 20h, tu verras ce que c'est que des émeutes, hein, quand il y a eu les trucs des gilets jaunes, là où tu avais des mecs en sang au sol, des flics qui se prenaient des pavés gros comme ça sur la gueule. Montre-moi ce que c'est qu'une émeute, hein. Ça c'est pas une émeute. Hein. Alors j'ai relevé 2-3 trucs assez rigolos dans cette séquence d'ailleurs. T'as 2 bagnoles qui rentrent en collision, donc les mecs sortent puis ils s'engueulent comme ça, ouais espèce de con et tout, ça se fait pas et tout, ce que t'as fait, t'as grillé le feu rouge et tout. Faites un constat à l'amiable les gars, ça ira mieux, tu vois. Donc t'as ça, une petite dispute après un accident de voiture, voilà. Donc ça pour eux c'est une insurrection populaire. Si vous voulez vraiment me montrer que le monde part en couille, montrez-le moi, ou suggérez-le moi. Pas de mecs qui se disputent à la suite d'un constat amiable. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Un vol de sac à main, mais sans déconner. Des CGTistes avec des haut-parleurs sur le toit d'une bagnole, mais putain, on est où là? Et t'as le journaliste qui te dit, ouais, c'est le chaos absolu. T'as un flic qui est là avec son... Oui, bonjour, centrale, j'ai besoin de renfort parce que c'est un peu la merde. Je peux plus travailler dans ces conditions. Bah, regarde les flics pendant les mouvements des gilets jaunes, ils étaient pas sereins, les gars. Ils se prenaient des pavés sur la gueule. Si ce n'est plus. Moi j'y crois pas, c'est factice votre truc, c'est pas ça la violence, c'est comme la première guerre mondiale, là où t'avais un mec avec sa jambe dans le plâtre qui revenait du front. Montre-moi des mecs avec des yeux crevés, des gars avec des jambes amputées, des bras coupés, je sais pas, montre-moi la violence, des mecs qui dégueulent parce qu'ils savent qu'ils doivent aller au combat, des mecs qui sont tout blancs, des mecs qui bouffent des rats, montre-moi la violence de la guerre. Bah là, montre-moi la violence d'une insurrection populaire, bordel de merde, montre-moi que le monde est en chaos. C'est pas le cas là, c'est de la rigolade votre truc, là. Putain. Après la blonde stéréotypée, le méchant sous Trump, là, richissime homme d'affaires qui devient méchant, qui veut contrôler le monde. On a ce coup-ci, donc là, on a la pierre philosophale qui contrôle les pensées des gens. Et maintenant, on a la guéguerre froide, les missiles nucléaires entre la Russie et les États-Unis. Ah, le scénario, il va prendre une note, les petits gars, je vous le dis. Petite note aux oignons. Alors, ils ont voulu retirer pendant un moment donné les pouvoirs de Diana. Voilà, on t'explique que quand tu fais un vœu, la pierre philosophale exauce ce vœu, mais en échange de quoi elle te retire quelque chose que tu as. Et donc Diana, elle le sait pas, mais ses pouvoirs sont en train de disparaître. Alors le concept, je le trouve très très bien. J'aime bien quand les super-héros se retrouvent démunis de leurs pouvoirs, parce que du coup ça les confronte à des situations auxquelles ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés. Et ça les oblige à se sortir les doigts du cul. Voilà. J'aime bien quand les gens ils sortent les doigts du cul. Voilà. Hein? N'est-ce pas les scénaristes? Bref. Et putain, il y a Geoff Jones au scénario en plus. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez pas travailler les mecs, faites la queue derrière Hans Zimmer là. Pour les retraites, hein, parce que là... Alors, moi, le concept en lui-même, je suis pas contre, je suis même plutôt pour retirer ses pouvoirs à Diana, mais faites-le complètement. Pour moi, ce concept-là, tu peux pas le faire qu'à moitié, c'est soit tu le fais complètement, soit tu ne le fais pas. Parce que si tu le fais qu'à moitié, comment t'expliques ça? Quel pouvoir elle perd? À quel moment elle le perd? Comment elle le regagne? Comment elle le perd? Et puis pourquoi ce pouvoir-là il reste, puis celui-là il part, enfin tu peux pas faire ça qu'à moitié, c'est soit tu fais tout, soit tu ne fais rien. Voilà. Dans le film Spider-Man 2, putain, encore lui, mais moi je compare. Dans le film Spider-Man 2, il perd ses pouvoirs définitivement. Alors, pas définitivement, mais je veux dire complètement. Il perd ses pouvoirs complètement. Il ne peut plus rien faire. On le voit essayer de faire du Spider-Man, mais il n'a plus les possibilités de le faire. Il est au sol. Voilà, là tu comprends l'intérêt de devoir retrouver ses pouvoirs, de devoir retrouver la force et le courage en soi pour repartir à l'assaut de l'ennemi. Tu comprends tout ça, c'est ça qui iconise aussi le personnage, tu vois. Là, elle perd ses pouvoirs, mais pas totalement, parce qu'en fait, bon, on se rend compte qu'elle devient vulnérable aux balles, au moindre coup, ok, mais par contre, elle sait toujours gérer son lasso magique, le lasso d'Estia. C'est pas n'importe quel clampin qui va faire ce qu'elle fait avec son lasso, là. Donc on t'explique d'un côté qu'elle perd le pouvoir, mais au final on ne dit pas lesquels, et puis on te fait comprendre qu'en fait tout n'a pas complètement disparu, voilà. Puis ça va revenir, puis ça revient, puis quand ça revient, elle en gagne un nouveau, elle peut voler. Donc pour moi le concept de perdre ses pouvoirs, c'est soit tu le fais complètement, soit tu ne le fais pas. Ça rend le propos illisible, tu sais pas ce qu'elle a perdu dans l'histoire, tu sais pas comment ça marche le truc. En plus de ça, Diana qui n'a pas de pouvoir... Ça ramène à la Diana des années 70, scénarisée par Dennis O'Neil à l'époque.
Et la Diana des années 70, Denis O'Neill, elle avait pris le parti de lui enlever tous ses super pouvoirs et de lui enlever tout son attachement à Themyscira. C'est-à-dire que dans les années 70, quand tu lis du Wonder Woman, tu lis une Diana qui est habillée comme dans Chapeau melon et bottes de cuir, la l'acolyte féminine du héros, et qui fait des trucs d'agent secret. Mais elle n'a plus ses pouvoirs de Diana, de Wonder Woman, et d'ailleurs elle n'est plus du tout connectée avec les Amazones, elle n'a plus aucun lien avec Themyscira. C'est une toute nouvelle itération du personnage. Voilà. Et ça a duré un temps, jusqu'à ce que, je crois que c'est Robert Kanigher, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est lui, qui après a repris le truc en main et a redonné ses pouvoirs à Diana. Ok ? Bref, si tu voulais lui enlever pendant une partie du film ses super pouvoirs, t'avais de quoi t'inspirer en lisant les récits des années 70. Et on aurait vu Diana en tenue un peu d'agent secrète qui fait des trucs badass, parce qu'elle sait quand même se battre. Et moi j'aurais voulu voir Diana sans pouvoir qui botte des culs pour qu'on nous montre que quand même elle n'est pas dépendante complètement de ses pouvoirs. Voilà. Que même sans ses pouvoirs elle peut faire des trucs de ouf. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Alors à la fin du film, tout redevient beau, tous ceux qui sont morts ils revivent. Voilà, Diana qui demande explicitement à tous les êtres humains qui ont accompli un vœu de devoir refuser, de devoir renoncer à leurs vœux pour sauver le monde. Et au final, tu te rends compte que l'intégralité des êtres humains décident de refuser à leurs vœux. Il n'y a pas un con qui va se dire attends, moi j'avais demandé 3 milliards de dollars, il est hors de question que tu me les reprennes, espèce de salope. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? L'être humain, il est égoïste, bordel de merde. Et en faisant en sorte que y ait des gens qui décident de garder ce qu'ils ont acquis, voilà, et puis niquez-vous, voilà, des égoïstes, et bien là ça te permettait de faire évoluer psychologiquement Diana, et là Diana elle se retrouve face à un cas de conscience où elle se dit en fait les hommes c'est des crevards quoi, donc je vais les abandonner, voilà, et je vais les abandonner, et puis peut-être que ça aurait permis d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là pendant BVS, pendant Man of Steel. Moi, j'essaie de réparer vos conneries, Warner Bros. J'essaie de réparer vos conneries, vous donner des pistes, puis vous n'allez pas au bout. Même avec les pistes que vous balancez comme ça, j'essaie de les prendre, de vous proposer un truc, mais voilà, vous n'allez pas au bout de vos conneries. En plus, ça aurait fait écho à cette magnifique couverture où tu vois Diana qu'on a plein le cul des êtres humains. Elle est là, t'as des connards derrière, et puis elle dit clairement l'humanité c'est de la merde, j'en ai plus rien à foutre, niquez-vous. Voilà. Elle dit ça un peu plus poliment que moi. J'imagine bien que tu es sur une chaîne de gauche ici. Donc forcément, c'est pas dit avec les mêmes mots. Mais voilà, tu peux faire des petits clins d'œil, tu peux rallier les trucs, tu peux corriger des erreurs du passé et tout, tu vois, quand tu fais travailler tes méninges, tu vois. Non, ça n'a pas été fait. À la fin du film, tout le monde il est gentil. Bon, je renonce, voilà. Ça me fait chier parce que putain, mais je renonce, tout le monde renonce à tout, voilà. Et puis tout le monde il est gentil, le monde il est beau, il est grand, il est formidable, ouais. Alors ça se termine sur une espèce de vieille séquence toute pourrie où il neige, là ils sont sur un marché de Noël, c'est filmé comme un téléfilm à l'eau de rose à Noël, là. Les téléfilms de Noël, le miracle de Noël. Avec la mère au foyer dont le mari a été tué dans un accident de voiture, puis qui rencontre au hasard de Noël, au détour, grâce à la magie de Noël, qui rencontre le prince charmant. Voilà. C'est un peu ça à la fin ce qui se passe. Alors c'est pas le prince charmant, mais on n'est pas loin quand même. En tout cas, dans la façon de filmer la scène, c'est ça. On y est, on est en plein dans le téléfilm de Noël. Conclusion. Release de Snyder Cut. Je veux voir le Snyder Cut de ce truc. Quand tu vois à quel point le Justice League de Whedon et le Justice League de Snyder étaient complètement différents alors que c'est censé être le même film, là je voudrais voir le même film mais avec des vrais enjeux, des vraies musiques, des vrais méchants. Et je suis sûr que ça aurait pu faire un bon truc en plus. Non, en conclusion, on nous prend pour des cons, quoi. Je suis désolé. C'est cucu, c'est à eau de rose, c'est le pouvoir de l'amour, le pouvoir des femmes, enfin voilà, c'est... Tout finit bien dans le meilleur des mondes, l'humanité elle est gentille, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Voilà. Moi ce que je vois au passage, c'est qu'on a complètement saboté le personnage de Cheetah, voilà, on l'aperçoit 30 secondes dans le film, elle se fait botter le fion, on n'a rien vu, c'était mal filmé, voilà, super. L'ennemi le plus important, l'ennemi le plus iconique de Wonder Woman, après Ares, voilà, un deuxième qui est saboté, quoi. Vous allez en saboter combien ? C'est qui le prochain sur la liste ? Je suis en train de me dire que le personnage qui a été traité avec le plus d'égards dans les films Wonder Woman, l'ennemi, je parle, c'est Dr Poison. Ouais, ça m'emmerde de dire ça, parce que Dr Poison, c'est de la rigolade dans les histoires Wonder Woman. Elle apparaît jamais, la meuf.
forcément, c'est un vieux personnage tout pété du Golden Age, donc tout le monde s'en branle. Bah, dans les films, malheureusement, c'est celui qui est le mieux traité. Les salopards. Putain, les salopards. Je pense que je l'aurais moins mauvaise si j'avais pas lu tous les Wonder Woman que j'ai lus. Bon, je comprendrais quand même que le film me prend pour un con. Je veux dire, mon propos ne changerait pas. Mon propos serait peut-être un petit peu moins virulent. Parce que là, je me suis vraiment fait fesser, quoi. Vraiment, je me suis fait fesser, quoi. Ils m'ont déculotté et puis ils m'ont mis la grosse claque sur le cul, quoi. Tiens, regarde, t'aimes bien ce personnage? Regarde, bam, bim, boum, allez hop. Ah, mais des grosses claques qui... Enfin bref. Allez, on note ce truc. Je le mets où? Je le mets là? Je le mets là? Voilà. Alors, le respect. Je vais mettre 2 sur 4. Diana est à peu près respectée, voilà. Enfin, pas à peu près, Diana est plutôt globalement bien respectée. Là, pour le coup, Diana, elle est trop gentille. Voilà. Dans le Snyder Cut, elle est peut-être un peu trop méchante, c'est-à-dire qu'elle bute un connard avec une Kalachnikov, comme j'aime toujours à le dire, gratuitement, alors qu'elle aurait pu le maîtriser autrement. Là, je la trouve un peu trop soft, en fait. Personne ne meurt dans son film, alors qu'elle aurait dû couper la tête à Cheetah. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Enfin, ouais. Bon, Steve Trevor, fidèle à lui-même, hein, le personnage en lui-même est respecté, ça a toujours été une espèce de sidekick, acolyte à 2 balles de Diana, qui la suit partout où elle va. Le personnage est respecté. L'univers de Wonder Woman ne l'est pas du tout, parce qu'on n'a pas Eta Candy, on n'a pas les Capatelis, donc ouais, c'est compliqué à ce niveau-là. On n'a pas Mindy Meyer, donc bref, l'univers de Wonder Woman, on s'est torché le cul avec, hein, je vous le dis gentiment, mais on s'est torché le cul avec. Barbara Minerva, si on prend la version Rebirth, on peut dire qu'elle est respectée aussi bien physiquement que dans sa caractérisation, parce que c'est à peu près ce qui se passe dans Wonder Woman Rebirth. Donc on sent que c'est inspiré de ça, seulement il y avait d'autres choses, c'était pas la meilleure chose de laquelle s'inspirer malheureusement concernant ce personnage. Est-ce qu'elle est respectée? On va dire à moitié, on va dire ça. Maxwell Lord, pas du tout. Maxwell Lord, à la base, c'est un mec qui a les pouvoirs psychiques. Il peut contrôler les gens, en fait. Et pour la petite anecdote, Maxwell Lord, en fait, il y a un récit, donc ça c'est chez Ruka, hein. Il y a un récit, je crois que c'est chez Ruka. J'ai un doute. Peut-être que c'est chez Geoff Jones, je sais plus. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Toujours est-il que ce récit, il est trouvable dans le run, enfin dans Greg Rucka présente Wonder Woman chez Urban Comics. Mais je crois pas que ce soit lui qui l'ait scénarisé, pour le coup, j'ai un doute. Bref. Maxwell Lord, son fait d'arme le plus connu, le plus mythique, c'est d'avoir contrôlé Superman. Et à partir du moment où il contrôle Superman et lui fait faire du sale, Diana n'a d'autre moyen que de tuer Maxwell Lord. Elle le tue. Elle le dénuque. Crac, violemment. Bam. Voilà. Parce qu'il contrôlait Superman. Donc du coup, le lien télépathique est rompu et Superman, voilà, hop, tout redevient bien. Mais elle s'en veut pendant des années après ça. Parce qu'elle a tué un humain. Elle s'en veut. Donc c'est pour ça que dans Justice League Snyder Cut, là, quand elle fait ça aux terroristes, puis qu'après elle a oublié... Donc le respect de Diana... Enfin voilà, je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Bon, au niveau du respect, on va dire qu'on est à 2 sur 4. Dans l'ensemble, ça va, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été occultées. Et Maxwell Lord, pas forcément respecté. Au niveau des enjeux... j'ai mis 2 sur 4. En soi, il y a de l'enjeu. Parce qu'on parle quand même d'une insurrection mondiale, on parle quand même que chaque être humain sur la planète va pouvoir réaliser son rêve, donc forcément ça va créer un chaos d'ordre mondial, un chaos interplanétaire, quelque chose de ouf. Voilà, t'as les Américains qui commencent à se foutre sur la gueule avec les Russes, le monde est en train de partir en couille de partout, donc sur le papier il y a de l'enjeu. C'est de la façon dont on le traite cet enjeu qui me plaît pas. Mais alors vraiment pas. Parce que tout est désamorcé par le ton très léger, très enfantin du film, très coloré, très léger, voilà, très... Tu sens pas le drama des situations. Donc du coup, au niveau de l'enjeu, j'ai mis 2 sur 4. Ah, c'est là, 2 sur 4. Au niveau du scénario, j'ai mis 1,5 sur 4. Ouais, je le sabre, ouais, parce que franchement, tu m'as pris pour un con. Là. Tu m'as pris pour un con.
Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que Steve Trevor doive se sacrifier à nouveau, tu vois, du coup, voilà, même si j'aime pas cette relation de merde qui m'emmerde, au moins dans ce film, ça apporte un peu de sentiment, un peu de poésie, un peu d'amour, c'est cool, c'est cool. Cette petite touche, ce sacrifice de Steve Trevor, là, tu sens qu'il y a de l'émotion à ce moment-là, ça c'était cool. Voilà. Et puis là, t'as Diana qui reprend du poil de la bête, hein, et qui court comme ça. D'ailleurs, la séquence où elle court là à Washington, putain, c'est moche. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Diana? Ils ont un problème avec les gens qui courent dans le DCU, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Là, pour le coup, c'est moche. Autant la scène du convoi, ça m'a moins gêné, mais alors là, quand Diana court à Washington, c'est une catastrophe, c'est dégueulasse. Bref. Tout ça pour dire que ce moment-là où Steve Trevor il se sacrifie, qu'elle lui dit au revoir une dernière fois, c'est poignant, il se passe quelque chose pendant cette scène. Et là, elle court et tout, elle s'envole, et là c'est cool parce que moi ça me fait penser au point serré de Peter Parker dans Spider-Man 2. J'aime bien quand les héros ils reprennent du poil de la bête comme ça c'est cool. C'est à peu près le seul truc dans le scénario que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé assez sympa. Par contre, pour tout le reste, voilà, les méchants caricaturaux, tous les personnages stéréotypés pour le coup, le coup de la pierre magique, la guéguerre américano-russe, 1,5 sur 4, ça me fait chier, c'est du travail de feignant. L'iconisation, j'ai mis 2 sur 4. Wonder Woman est iconisée, elle a le droit à sa séquence de vol qui est magnifique, qui est ma séquence préférée. Le problème c'est que sa grande méchante, Cheetah, j'en attendais beaucoup de Cheetah, elle ne l'est pas. Donc 2 sur 4. Bam, voilà. Seulement un personnage. C'était les 2 personnages que je voulais voir iconisés dans ce film. Il n'y en a que un qui a eu droit. Donc Cheetah n'a pas eu droit. Donc 2 sur 4. Au niveau du ton, j'ai mis 1,5 sur 4. Ce qui nous fait une moyenne générale de 9, si je vous dis pas de conneries. 9 sur 20. Au niveau du ton, on s'est foutu de notre gueule aussi, quoi. Sans déconner. La scène du centre commercial parle d'elle-même. À aucun moment tu ressens une tension. La scène de l'insurrection finale parle d'elle-même. À aucun moment tu ressens de la tension. Donc en fait, les moments où il devrait y avoir de la tension, il n'y en a pas du tout. Pourquoi j'ai mis quand même 1,5 au niveau du ton? C'est parce que voilà, il y a le sacrifice de Steve Trevor. Là, tu ressens quand même qu'il y a du drama pendant cette séquence. Mais sinon, tout le reste, c'est traité de manière très légère, un peu je m'en foutiste. Ou alors, regardez, il se passe ça, regardez, c'est cool. Hein, voilà. Bref, au niveau du ton, non. Ce qui nous fait donc une moyenne de 9 sur 20. C'est un point au-dessus du Justice League. Mais pour moi, ça ne vaut pas la moyenne. Ça prend pas la moyenne. La moyenne, ça veut dire que c'est un film moyen. Là, c'est un film médiocre. Donc c'est en dessous de la moyenne. Il y avait des bonnes choses, il y avait des beaux plans, il y avait de bonnes idées qui ne sont pas allées au bout. Le film est oubliable et j'ai pas envie de le revoir. Malgré qu'il comporte des scènes que je me repasserai avec plaisir pour le coup. Mais voilà. 9 sur 20, c'est pas non plus la catastrophe annoncée, décriée sur les réseaux sociaux, hein, attention, parce qu'on l'a comparé à Suicide Squad quand même, et j'irai pas jusque là. Je n'irai pas jusque là quand même. C'est-à-dire que moi, tu me demandes Wonder Woman 84 ou Birds of Prey, c'est ça tous les jours. Tu me demandes ça au Suicide Squad, c'est ça tous les jours. Hein. Voilà. Donc j'avais mis 10 sur 20 à BVS version ciné. Donc oui, je pense que c'est quand même un cran en dessous. Par contre, c'est un cran au-dessus de Justice League, donc 9 sur 20, ça sera ma note. Ciao les zingues. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.